8h40 à Tel Aviv. J'ai le plaisir de retrouver Avi Pazner. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour, nous Nathalie. ce matin. Bonjour Avi. Alors je voudrais une réaction à cette levée des sanctions contre l'Iran décidée cette nuit. Elle était attendue, malheureusement, c'est ce que nous disions depuis 6 mois déjà. Et cela va permettre à l'Iran l'accès aux comptes bloqués. C'est 100 billions, 100 milliards de dollars qui sont immédiatement là à disposition de l'Iran. Et nous savons déjà qu'ils veulent utiliser 20 de ces 100 millions pour l'achat d'armes sophistiquées en Russie. Cet avantage économique leur permettra aussi de prolonger leur effort d'hégémonie au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Liban, avec le Hezbollah. Donc, cela renforce l'Iran énormément. Je ne parle même pas du danger nucléaire. Mettons qu'il soit repoussé de quelques années. Il est toujours là. Le danger nucléaire est toujours là, repoussé de quelques années. Mais l'activité conventionnelle de l'Iran met tout le Moyen-Orient en danger de perdre sa stabilité et en danger d'explosifs, pas seulement en Syrie, mais dans d'autres parties du Moyen-Orient. Alors on va passer, Avi, avec votre permission, à une autre actualité. Aujourd'hui, on en vient à cette hypothèse qui, si elle se vérifiait, pourrait tendre encore un peu plus les relations entre Israël et l'Union européenne. Selon nos confrères du journal Haaretz, le Parlement européen votera en début de semaine prochaine une résolution qui inquiète les responsables israéliens. En clair, les accords entre Israël et l'Union européenne ne s'appliqueraient après ce vote qu'au territoire israélien, entendu dans ses frontières d'avant 1967. On va regarder ce sujet signé Shirley Le Pen. On en reparle juste après. L'Europe persiste et va adopter lundi une nouvelle résolution concernant Israël. Après la mise en place de la procédure d'étiquetage des produits israéliens en novembre dernier, le Parlement européen réaffirme aujourd'hui sa position vis-à-vis des implantations israéliennes. Initiée par la Suède, l'Irlande et la France, la résolution redéfinit la distinction entre l'État d'Israël et les territoires acquis par l'État hébreu en 1967. Par le biais de cette résolution, l'Union européenne précise que tout accord passé entre elle et Israël ne sera pas applicable aux implantations israéliennes. Un écho à la position diplomatique du Parlement européen sur le conflit israélo-palestinien, le Parlement réitère sa participation dans le processus de paix et renouvelle sa proposition de la création de 2 États. L'Union européenne en profite pour souligner que la résolution ne vise pas à boycotter Israël, mais à mettre Israël et l'autorité palestinienne au même niveau face aux exigences internationales. Les 28 ambassadeurs européens se rencontreront lundi afin de discuter de la proposition. Pour Israël, pas question de se plier aux termes de la résolution. Plusieurs ambassadeurs israéliens dénoncent cette nouvelle tentative de l'Union européenne de séparer Israël de ses implantations conquises en 1967. Pourtant, les conséquences contre Israël pourraient être sévères et conduire à de nouvelles sanctions. Alors voilà, Avi, c'est dans les boîtes. Depuis longtemps, on en parle depuis un moment de ces possibles décisions. Ça pourrait être mis à effet cette semaine, donc. Bon, laissez-moi exprimer tout d'abord le souhait que cela ne soit pas mis à effet. Okay? C'est pour le moment une initiative. Elle n'a pas encore été adoptée. Et même si elle est adoptée au niveau du Parlement européen, il y a la Commission européenne qui doit décider de ça. Et il y a beaucoup de pays, enfin beaucoup, il y a certains pays qui sont absolument contre. Malheureusement, il y a des pays comme la Suède, l'Irlande, qui sont des pays anti-israéliens les deux, qui est joint malheureusement par la France. Je n'arrive pas à comprendre que la France, qui fait face maintenant à une vague de terreur islamiste, où vous avez des secteurs qui sont paralysés à cause de ce terrorisme, trouve le temps de se joindre à une initiative pareille. Alors que nous, Israël, nous sommes là en première ligne contre le même terrorisme. Moi, je pensais qu'on était plutôt du même côté de la France. C'est ce que je pensais. Et je l'espère encore. J'espère que la France se ressaisisse. Mais là, vous avez quelque chose d'extrêmement négatif. Vous avez un processus extrêmement négatif qui vise, malheureusement, à la délégitimisation, pas seulement des territoires, mais d'Israël même. Et pourquoi cela? Parce que dès qu'on fait la différence entre Israël et le demi-million d'Israéliens, ou plus, le demi-million d'Israéliens, 10% de la population qui vivent au-deçà des lignes vertes, vous
faites une délégitimation. Alors, Avi Pazner, Yuli Edelstein, le président de la Knesset, il a rencontré jeudi dernier le président du Parlement européen, Martin Schulz, à Berlin. Est-ce que cette rencontre, vous pensez qu'elle peut relancer différemment les relations entre Israël et l'Union européenne comme une entité globale? Je l'espère. Nous espérons tout le temps qu'il y aura quelque chose qui va modifier cette attitude négative envers Israël, que nous ne comprenons pas d'ailleurs, venant d'un continent qui a si lourd sur la conscience, regardant son attitude envers les Juifs. Okay? Nous ne comprenons pas. Mais je peux vous dire quel peut être le résultat si ces mesures sont adoptées. C'est que tout simplement, petit à petit, Israël commencera à se désintéresser de l'Europe et se tournera vers les États-Unis, se tournera surtout vers l'Orient, l'Extrême-Orient, la Chine, les Indes, le Japon, des énormes marchés. C'est ce qui peut arriver, pas en une journée. Aussi en Europe, le processus de boycottage d'Israël n'est pas là en une journée. Mais à long terme, c'est exactement ce qui peut arriver. De Absolument. Merci beaucoup, Avi, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Nathalie. Allez, chose promise, chose due. On va à présent s'intéresser à ce qui a fait la une dans certaines villes du monde. On va commencer par la Belgique. On se rend à Bruxelles. On y retrouve notre correspondante Aurore Boukassa. Aurore, bonjour. Alors cette semaine, une inconnue finalement a été levée. Les enquêteurs ont pu identifier l'un des djihadistes de la rue Corbillon à Saint-Denis. Il s'agit de Chakib Akroub. Que sait-on de lui ? Eh bien, Chakib Akroub n'est pas un inconnu de la justice. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis mai 2014. En Belgique, c'est dès 2013 qu'il est sous le radar des services de renseignement. Il est parti en Syrie en janvier de cette année-là. En juillet 2015, son nom apparaît aussi dans un procès pour terrorisme, celui de la filière syrienne. Akroub n'était pas présent à ce procès. Il a été condamné par contumace à 5 ans de prison. Et c'est dans cette affaire qu'Abdelhamid Abaoud a été condamné à 20 ans de prison. Alors, Chakroub, pourquoi on le retrouve à Saint-Denis en novembre 2015 ? Eh bien, les enquêteurs pensent qu'il était un des membres du commando des terrasses lors des attentats du 13 novembre. Le commando des terrasses qui comprenait Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaoud. Et Akroub et Abaoud ont d'ailleurs à peu près le même profil. Ils sont de la même génération, ils sont partis combattre en Syrie et tous les deux ont vécu à Molenbeek. Alors vous parlez justement de Molenbeek. Des images circulent montrant des journalistes se faisant agresser. Oui, 2 équipes de télé ont été attaquées, une belge et une française. Ils étaient venus filmer le domicile de la famille Akroub, justement. Un membre de la famille Akroub se fâche, là ça reste verbal, et puis un autre homme surgit et attaque physiquement les journalistes. En tout cas, les journalistes ont décidé de porter plainte. Alors, est-ce que ces images veulent dire que les journalistes sont en danger à Molenbeek ? Je pense pas, mais en tout cas, elles témoignent d'une tension qui est palpable dans la commune. Et c'est clair qu'une telle attitude envers les journalistes, pour quelque raison que ce soit, c'est intolérable. Aurore Boukassa en direct de Bruxelles, merci à vous. On prend la direction à présent des États-Unis. On se rend à New York. New York où c'est la polémique finalement. Ces dernières heures, ça a fait la une de tous les journaux aux États-Unis, des débats télévisuels, des émissions de divertissement et des talk-shows. David Benaïm, bonjour. On va parler de l'absence totale de diversité dans les nominations pour les Oscars 2016. Oui, on attend cette année la consécration de Leonardo DiCaprio ou de Sylvester Stallone. Et pourtant, ce sont des acteurs ignorés qui seront dans tous les esprits lors de la remise de la légendaire statuette en or. Will Smith dans Concussion, Idris Elba dans Beast of No Nation ou encore le jeune Michael B. Jordan pour son rôle d'Apollo Creed dans la suite à succès du légendaire Rocky. Tous nommés pour les Golden Globes et boudés par l'Académie des Oscars. Non seulement les acteurs ont été écartés des nominations, mais les films également. Le biopic Straight Out of Compton sur la vie du rappeur du groupe NWA, énorme succès commercial et critique ici, a obtenu une nomination pour meilleur scénario original. Le comble, les deux scénaristes sont blancs. C'est un véritable zéro pointé pour l'Académie qui n'aura donc aucun talent issu des minorités cette année encore. Et on le disait, les réactions qui sont particulièrement vives dans la presse, sur les réseaux sociaux également. Oui, quelques minutes après l'annonce des nominations, le hashtag Oscar So White, des Oscars tellement blancs, a refait son apparition. C'est en effet la 2e année consécutive qui voit l'absence totale d'acteurs de couleur dans toutes les catégories. Le film Selma sur la vie de Martin Luther King en avait fait les frais l'année dernière. Toute la presse s'est réveillée cette année, dénonçant un système de vote périmé.
L'immense majorité des 6300 votants de l'Académie sont des hommes blancs de plus de 60 ans. Les votants sont nommés à vie et il faudra du temps avant de pouvoir réajuster les quotas, rajeunir, féminiser et diversifier ce panel hyper exclusif. Une chose est sûre, le présentateur de la cérémonie, le comédien noir américain Chris Rock, va énormément jouer de cette injustice avec son humour grinçant dimanche 28 février devant près d'1 milliard de téléspectateurs. Et voilà, rendez-vous fin février. Donc, merci beaucoup, David, en direct de New York pour ce point. Donc, voilà ce qui a fait la une aux États-Unis cette semaine. On va à présent prendre la direction de Londres. On y rejoint notre correspondante Ashley Chevalier. Londres, où finalement, la mort de David Bowie, c'est ce qui a hanté le Royaume-Uni, mais Londres en particulier cette semaine. Bonjour, Ashley. Bonjour Nathalie, cette semaine je vous emmène dans le quartier de Brixton. C'est ici que David Bowie est né il y a 69 ans et c'est dans ce quartier du sud de Londres que des milliers de fans sont venus lundi lui rendre hommage. Ils étaient souvent en larmes, parfois maquillés. Ils sont venus déposer des fleurs ou des bougies devant ce mur à l'effigie du chanteur. Un mur qui depuis est devenu une sorte de mémorial, regardez. Peu à peu, lundi à Brixton, la tristesse a laissé place à la fête. Un concert a été improvisé sur la place principale de Brixton. Là encore, des milliers de fans sont venus, souvent une bière à la main, chanter leur tube préféré de David Bowie. Tous ceux à qui j'ai pu parler m'ont expliqué combien à leurs yeux c'était un chanteur de génie, mais aussi combien il les avait aidés à réfléchir, à s'accepter, notamment sur des questions de sexualité. Parce que vous savez, quand Ziggy Stardust est sorti, ici en 1972, l'Angleterre était encore très puritaine. Cette musique, ce look, cette bisexualité assumée, on n'avait encore jamais vu ça. David Bowie a donné un coup de fouet à la jeunesse de l'époque et beaucoup s'en souviennent encore aujourd'hui. Les fans se sont également interrogés toute cette semaine sur les funérailles du chanteur. Toutes les rumeurs ont couru à ce sujet et finalement la famille de David Bowie a confirmé que les derniers adieux se feraient dans l'intimité familiale. Un hommage officiel cette fois aura lieu loin de Brixton en mars à New York. Merci Ashley. Voilà donc pour l'essentiel de ce qui a fait la une à Londres cette semaine. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité en bref et en images. Ebola en Sierra Leone, 109 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le nouveau cas d'Ebola. Une étudiante décédée mardi ont été placées en quarantaine. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités sierra-léonaises qui tentent d'empêcher une propagation du virus. Les corps de 6 migrants repêchés en mer Égée, 10 autres sont portés disparus. Seul un homme a réussi à arriver sain et sauf à la côte nord de Samos après avoir nagé pendant 6 heures. Et puis c'est l'expérimenté Stéphane Peter Hansel et son copilote Jean-Paul Cotret qui offrent hier leur première victoire à Peugeot sur le rallye-raid historique depuis 26 ans. La 13e et dernière étape, une spéciale, est arrivée à Rio Cuarto en Argentine dans l'après-midi. Cela fait exactement 41 ans, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Betsabe Salem, bonjour, vous allez nous en parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est d'une volonté sans faille d'informer, d'accompagner les femmes qui souhaitent recourir à l'IVG dont fait preuve le gouvernement. Numéro vert, remboursement des frais. Le ministère de la Santé met le paquet. Exactement. Dernière décision en date annoncée ce vendredi. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé que l'intégralité des actes autour de l'interruption volontaire de grossesse serait remboursée à 100% et ce à partir du 1er avril prochain. Alors jusqu'alors, seul l'acte lui-même était remboursé. Or, cette mesure s'inscrit dans une série de mesures bien plus longues. Parmi elles, notamment la suppression de ce délai de réflexion obligatoire d'1 semaine, la possibilité pour les sages-femmes aussi de réaliser dorénavant des IVG médicamenteuses, des mesures qui seront votées avant l'été, promet Marisol Touraine, la ministre de la Santé, à qui le droit à l'IVG, on va le voir, tient à cœur. Écoutez-la. Je veux rappeler que l'interruption volontaire de grossesse en France, c'est un droit, que ce droit doit être respecté et que ma responsabilité, c'est de le faire appliquer, de le faire respecter. C'est pour cela qu'un numéro de téléphone confié au planning familial a été lancé il y a quelques mois, il y a 3 mois.
Numéro vert accessible 6 jours sur 7, lancé septembre dernier, une mesure qui a prouvé son utilité avec plus de 2000 appels par mois comptabilisés. Et un numéro vert dont finalement l'objectif, c'est de contrecarrer aussi les mouvements anti-avortement. Oui, alors des sites anti-IVG qui se font passer pour des sites purement informatifs, mais qui en réalité poussent à garder son bébé, usant de témoignages orientés. Or, plusieurs de ces sites ont réussi à se glisser en tête de liste lors de la recherche sur Google avec le mot IVG. Autant vous dire que ça donne une visibilité énorme pour un site internet. Les réactions du gouvernement ne s'est pas fait attendre, appelant au clic vers son propre site sur l'avortement, ivg.gouv.fr. Et puis comme une course au clic, Marisol Touraine elle-même s'y est mise, appelant sur Twitter à, je cite, donner un coup de pouce pour que le site officiel IVG devienne numéro 1. Voilà, donc pour appel au clic. Merci beaucoup Betsabe d'être venu nous en parler ce matin. On va marquer une courte pause. Vous allez à présent avoir un nouveau point sur l'actu juste après. On revient et on parlera de cette intervention télévisuelle hier de Manuel Valls, le Premier ministre français, à On n'est pas couché chez Laurent Ruquier. Manuel Valls qui a défendu mordicus la déchéance de nationalité. C'est Virginie Belaïch qui viendra nous en parler dans quelques instants.